Je me dis, mais alors je fais quoi? Est-ce que je fais rien parce que j'ai aucun impact? Mais si je fais rien, j'ai un impact quand même négatif? Ou est-ce que je fais, mais mon impact positif, il est minime? Est-ce que... Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Il faut assumer et faire au mieux le rôle absolument dérisoire que tu as. C'est une quête de sens. Alors je sais, il y a plein de gens qui vont dire, moi mon expérience elle est de vie, tu vois, j'ai plein de thunes, je fais 1 million, je vais à Dubaï et mon expérience de vie elle est géniale. À la limite, assumer ça jusqu'au bout, c'est une forme de cohérence que je respecte. Moi j'ai pas envie de contribuer à ça, ou en tout cas, j'ai envie d'y contribuer le moins possible. Et là, tu te raccroches à quelque chose, mais je te cache pas qu'il y a plein de soirs où je me dis... À quoi bon? On pourrait presque conclure comme ça alors que le podcast n'a même pas encore démarré. On attaque? Allez, c'est parti. Ok, allez, super. Bonjour Franck. Bonjour Marion. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je prends mes notes parce que tu as un parcours qui est relativement, un CV je pourrais dire, qui est relativement fourni. Donc je me cache pas, je ne peux pas tout retenir. Tu es fondateur de l'entreprise Epsilon, mais pas que. Tu es aussi animateur et d'autres statuts, tu nous en parleras un petit peu plus, mais on va se concentrer sur ça. Animateur pour la fresque du climat, la fresque du numérique. Tu es administrateur pour 2 tonnes, ambassadeur régional du mouvement Impact France. Et c'est le cumul de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on a voulu t'avoir en podcast. Je te propose de nous parler de ton parcours directement. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis, depuis que j'ai commencé à travailler dans une quête de sens un peu continue. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, 3 grandes filles. J'ai commencé à travailler au siècle dernier, c'est littéralement vrai. Moi, la première quête de sens que j'ai eue quand j'ai commencé à travailler, elle était plutôt humaniste et sociale, c'est-à-dire ça m'a tout de suite choqué que le monde du travail soit un monde aussi travesti, aussi faux et d'une certaine façon aussi perverti. Et surtout dans ses relations sociales. Et donc, j'ai monté ma boîte il y a 15 ans, Epsilon, entreprise de services numériques à Sophia Antipolis. Tu as fait le constat du salariat, de tout ce que ça impliquait, ouais. de tout l'aspect social, humain, qui était pour toi... délétère et toxique. Ouais. Ouais. Du coup, tu t'es dit, je veux pas de ça, je veux faire selon mes règles, selon mes aspirations. J'ai voulu m'extraire de ça et sortir de ce système-là. Et puis proposer autre chose aussi. Je voulais que moi, les personnes qui travaillent avec moi puissent expérimenter autre chose. Et l'expérimentation, on l'a poussée loin parce que donc, je crée la boîte en 2009 et on a testé plusieurs systèmes de management jusqu'à arriver en 2015 à basculer vers un système de management inspiré des entreprises libérées, entreprises opales, où on abolit complètement la hiérarchie traditionnelle. On n'est que sur un fonctionnement d'auto-évaluation, d'évaluation par les pairs qu'on a choisi, de culture du consensus, et on abolit tout ce qui concerne, il n'y a plus personne chez nous qui a des pouvoirs de décision, d'arbitrage, de sanction, de promotion, de validation, pour proposer une autre façon de travailler ensemble, qui fonctionne bien depuis 2015 et dont la partie la plus saillante, même si elle n'est pas la plus importante, mais c'est une conséquence aujourd'hui chez nous, les salariés autodéterminent leur salaire. On est allé jusque-là. Et donc ça a bien fonctionné. Ma quête de sens, elle a commencé comme ça, sur la partie sociale et humaine. Et comme ça a fait écho et ça a bien fonctionné, on a commencé à être invité là sur le territoire à Sophia pour témoigner dans des clubs d'entreprise, dans des écoles. Et on a été invité à des salons RSE. Et moi, à ce moment-là, je connaissais l'acronyme RSE, mais je le voyais ça de très loin. Et je ne savais surtout pas que j'en faisais. Et on m'a invité, je lui ai dit, mais moi, je ne fais pas de RSE, je fais du management, en fait. On m'a dit, non, mais tu fais du management, mais en fait, le management que tu fais, c'est de la RSE. Complètement. Et je ne savais pas, je me suis renseigné, j'ai vu que c'était le cas, j'ai vu qu'effectivement, sur l'aspect social, on était vraiment dans le champ de la RSE, mais on s'est rendu compte à ce moment-là, 2019, qu'on avait des indicateurs environnementaux absolument médiocres, alors qu'on pensait être des gens responsables, ou en tout cas respectueux de l'environnement. Et en fait, quand on fait notre évaluation, on est médiocre. Et là, moi, ça m'a vraiment marqué. 2019, ça correspond aussi à un moment où mes filles, elles avaient à ce moment-là 17, 15, 13 ans. Elles étaient très engagées en termes environnemental. Il y avait, tu vois, c'est l'émergence 2018 de Greta Thunberg, et qu'elles ont pris un peu comme rôle modèle, mais pas que, mais en tout cas ça faisait partie en fait des discussions qu'on avait à la maison. Ouais, et des figures qui ont commencé à marquer. Ouais, et en fait la combinaison de ces deux choses-là, c'est-à-dire constater que mon entreprise était médiocre d'un point de vue impact environnemental et l'émergence dans la société, en tout cas devenu audible pour moi, parce que je pense que ça a émergé avant, mais moi jusque-là je ne l'entendais pas, de ce mouvement-là m'a vraiment interrogé. Et là, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je ne savais pas trop par quel bout prendre le sujet. Et on m'a proposé la fresque du climat à l'époque,
et puis Dotone, puis la fresque du numérique, parce que nous on est une entreprise de services numériques. Et je peux dire que cette bascule-là a changé ma vie. C'est-à-dire qu'elle a tout transformé dans l'entreprise. On a à ce moment-là pris conscience de l'ampleur de la catastrophe environnementale, pris conscience des leviers d'action qui étaient à notre main. On a fait un bilan carbone, on a mis un plan de réduction des émissions, on a mis en place de l'éco-conception pour réduire l'impact environnemental du numérique. Et est arrivé le Covid. Et l'interrogation que tout le monde a eue sur le monde d'après, à laquelle j'ai pas échappé. Et surtout, moi je me suis dit, toujours quête de sens, mais si on survit, c'est pour faire quoi? Parce que ce monde est complètement délirant. Et c'est à ce moment-là que la décision, je l'ai prise de dire, mais si on sort du Covid, en fait, c'est pour que l'entreprise devienne un accélérateur de transition et un vecteur de transition. Et dans ce cas-là, comment on peut le devenir? En utilisant les outils qui ont fonctionné pour nous. Et donc je suis devenu, à ce moment-là, effectivement, animateur et je me suis engagé dans la fresque du climat, dans Dotone, dans la fresque du numérique. Il y a plusieurs échelons, donc on peut être animateur, puis formateur, c'est-à-dire on forme les animateurs, puis instructeur, c'est-à-dire on forme les formateurs. Donc voilà, j'ai gravi tout ça, je suis devenu instructeur au fil du temps, je suis devenu référent territorial sur le département donc pour l'association. Le projet Dotone, qui est un autre atelier que j'adore, quand je l'ai fait, j'ai adoré l'atelier, donc je me suis engagé pareil, je suis devenu animateur, formateur, et puis je me suis engagé là encore plus fort. Alors, je me suis présenté à l'élection du conseil d'administration. Et puis, à l'échelle de l'entreprise, j'ai engagé l'entreprise dans la Convention des entreprises pour le climat, qui est le pendant entreprise de la Convention citoyenne pour le climat, à laquelle mon entreprise Epsilon a participé. Et puis, plus récemment, c'est mon dernier engagement, le mouvement Impact France, qui est le syndicat des dirigeants qui mettent l'impact social et environnemental au cœur de leur activité. Voilà un peu comment, dans mon parcours, ces prises de conscience et cette quête de sens venant au fil du temps, je me suis saisi de tous ces sujets et qui fait que j'ai toutes ces casquettes aujourd'hui. Oui, donc il y a eu un premier constat et ensuite la vie et les expériences t'ont ramené des objectifs en plus d'engagement où tu t'es dit, voilà, l'aspect humain, social, on a énormément avancé dessus, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Et surtout, ce que je trouve marrant, c'est que tu disais, en fait, je savais même pas que je faisais de la RSE. Je savais même pas que je faisais partie de la RSE. Donc, c'était même pas pour dire de cocher des cases. C'était, je veux faire ça, je veux aller dans ce sens. Et ensuite, on a juste mis finalement des étiquettes et des noms à ce que tu faisais, de la RSE, des choses comme ça. C'est pour ça que je te parle de quête de sens. C'est parce que pour moi, c'est ce qui, en tout cas, dans mon cas perso, c'est ce qui domine. C'est rétablir un rapport aux autres qui est sain. Et de pouvoir avoir des interactions sociales saines et un rapport aux autres qui est sain dans le cadre du travail et dans le quotidien, je me suis rendu compte qu'en fait, la question, c'était même un rapport au monde qu'il fallait interroger. Quand on ouvre la boîte de Pandore de l'environnement et de notre impact sur l'environnement, on se rend compte qu'en fait, là, c'est démoralisant au début parce qu'on se rend compte qu'on est complètement à côté de la plaque, mais moi, dans ma quête de sens, ça a sollicité le fait de rééquilibrer mon rapport au monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte aussi d'une chose, parce que je suis rentré dans une sphère, dans un écosystème, et aujourd'hui on est beaucoup comme ça, de personnes engagées, mais que mon statut de chef d'entreprise et d'entrepreneur me conférait une légitimité et un statut que je n'avais pas cherché, et je ne suis pas sûr qu'il soit très juste, mais c'est comme ça. Tu arrives quelque part, tu veux parler de transition environnementale, et tu dis « je suis chef d'entreprise et j'ai fait ça ». Les gens t'écoutent, et à la fin, ils me disent merci. Oui, parce que si tu n'avais pas ce rôle, cette casquette-là de chef d'entreprise, c'est possible que du coup, tu sois rentré dans la case juste de l'activiste, de l'utopiste, qui n'a pas conscience de l'enjeu économique du monde, de ce que ça représente, qu'on ne peut pas juste s'engager et qu'il y a des choses plus grandes qui te dépassent. Non, là, tu as conscience, tu as les deux pieds, tu as un pied de chaque côté et tu sais ce que ça représente d'être dans l'économie, d'avoir une entreprise, de faire vivre aussi des gens grâce à ton entreprise, mais pour autant de s'engager et que c'est pas juste... Alors ça me fait penser à un truc, tu vois, on est dans la Convention d'entreprise pour le climat, donc là c'est 70 dirigeants du territoire qui s'engagent, qui se réunissent pour réfléchir à une nouvelle, justement, à la transformation de l'économie au service de l'environnement et des humains. On n'est que des chefs d'entreprise. Et il y a une conférence avec le représentant du MEDEF et il y a un débat qui s'instaure autour de la transformation de l'économie. Et il commence à sortir cet argument. Il dit oui, mais moi j'ai des salariés à faire vivre, etc. Et là, mais toute la salle se met à rire.
comme nous tous en vrai. Et nous tous, on est en train de s'engager. Et en fait, c'est possible. C'est compliqué, c'est difficile, ça demande du temps, etc. Mais déjà, c'est possible et ça commence par le vouloir et pas l'écarter d'un revers de main en se disant il y a l'économie d'un côté et il y a le social et l'environnement de l'autre. C'est une catastrophe de penser les choses comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent les différentes fresques que tu animes et les différentes associations dans lesquelles tu es engagé? J'ai participé à une fresque du climat à Menton le jour de la finale de la Coupe du Monde pour boycotter cette action-là. J'ai adoré l'expérience, donc j'ai une idée déjà de ce qu'est la fresque du climat, mais je pense que ça ne parlera pas à grand monde, donc je t'en prie, explique-nous tout ça. On va commencer par la fresque du climat qui est un petit peu la mère de tous les ateliers. Parce qu'en fait, vraiment, je pense que dans cet écosystème-là, c'est venu comme ça. Et l'atelier qui a le plus de succès, hein, c'est un jeu de cartes qu'on joue pendant 3 heures. Alors, ça paraît long, mais en fait, elle passe très vite, ces 3 heures-là. On joue et on reconstitue la connaissance scientifique qu'il y a derrière le phénomène du dérèglement climatique. C'est pas l'animateur ou l'animatrice qui explique des sujets, c'est le groupe de 6-7 personnes autour de la table qui reconstituent la connaissance et qui se rendent compte que grâce à des cartes toutes simples de jeu sur lesquelles il y a expliqué les phénomènes, ils arrivent à reconstituer ces connaissances et à la fin ils sont juste désarmés parce qu'ils ont compris que scientifiquement le sujet il est imparable. Ils comprennent un deuxième truc, c'est que l'homme est 100% responsable, l'être humain est 100% responsable de ce qui est en train de se passer. Nous, on arrive avec notre activité humaine, notre société de consommation, et on dérègle ce système-là sur une période de 100 ans. Et en revanche, on comprend aussi que, comme on comprend d'où ça vient, on comprend comment on peut agir. 2 tonnes, c'est l'atelier qui vient juste après. Il repart de la fresque du climat et il dit ok, du coup il faut agir, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, il faut réduire notre impact sur l'environnement. C'est Retour vers le futur. J'ai vu dans le studio qu'il y avait une affiche de Retour vers le futur, d'accord, là, avec la de L'Oréal, mais c'est ça. On va aller dans le futur et on va pendant 1h30, à chaque étape du jeu, chaque tour de jeu, on avance dans le temps et on prend des décisions individuelles, collectives, et je vois quelles décisions de politique publique je prends, quelles conséquences elles ont sur l'empreinte carbone moyenne des Français. Et donc on se rend compte d'un truc, ce passage à l'action et cet Everest, quand on se dit mais on va pas y arriver, mais on se rend compte que si en fait on peut réduire. Et donc ces 2 ateliers-là, ils sont super puissants parce que c'est prise de conscience et passage à l'action. Et du coup avec cette base-là, tu ressors, tu as fait les 2 ateliers, tu te dis, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Je ne peux pas rester inactif. En fait. C'est ça, je ne peux pas avoir toute cette connaissance, toutes ces clés en moi et ne rien faire. Et dire, je m'en fous. Ouais, c'était bien, merci. Mais c'était bien, mais moi, je vais retourner à ma vie normale. Tu vois. Ouais. Et en fait, ma vie a changé. Tu dis 2050, ça vient très vite, c'est vrai, mais ce n'est pas non plus de demain. Et parfois, je me dis, il faut que j'en fasse un peu plus parce que ce n'est pas encore assez, parce qu'en fait, l'Everest, il est encore loin. Et donc, c'est pour ça que je prends tout ça. Et du coup, la fresque numérique, elle, de son côté. Ouais, la fresque du numérique, en fait, c'est du coup un 3e atelier que j'anime qui, elle, va faire plus le zoom sur les impacts sociaux et environnementaux du numérique. Chez Epsilon, on propose la fresque du numérique aussi à nos clients puisque c'est notre métier et c'est un super atelier aussi. Epsilon, c'est une entreprise du numérique, donc entreprise des services du numérique, précisément, une ESN. À première vue, on voit pas trop le lien entre numérique et environnement. C'est quoi ta pensée à ce sujet-là? Tu vois, je te parle d'un chemin depuis 2019, et puis j'avance, et puis je me rends compte effectivement qu'il y a 2 trajectoires qui semblent totalement diverger. Je reviens sur le climat, c'est un énorme problème environnemental, mais c'est pas du tout celui qu'on a le plus. On a un vrai problème d'extinction de la biodiversité. Aujourd'hui, le vivant, par les activités humaines et le système de prédation dans lequel on a de l'économie productiviste, de la société de consommation qui extrait tout ça et consomme toutes les ressources de la planète, a un impact sur le climat, mais aussi un impact sur énormément d'autres limites planétaires, sur la biodiversité, sur l'acidification des océans, sur tellement de choses. Et le climat, on en parle beaucoup parce que c'est le sujet scientifiquement le plus étudié, et depuis longtemps. Mais en vrai, on a un vrai souci plus global. En fait, nos modes de vie, c'est pas juste nos émissions de gaz à effet de serre, nos modes de vie sont complètement à questionner. C'est aujourd'hui une drogue pour nos sociétés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a trouvé cette énergie, pétrole, charbon, gaz, à bas coût, qui nous permettait quand même
de décupler nos capacités énergétiques à produire, à nous déplacer, à manger, etc., eh ben, on est devenu complètement accro. Et effectivement, changer de mode de vie, c'est se désintoxiquer. C'est comme une cure de détox, tu vois, des énergies fossiles. Et là, maintenant, je réponds à ta question du numérique. C'est que pour moi, le numérique, je pense que c'est une drogue encore plus dure. C'est-à-dire que le numérique est en train de prendre une place dans nos vies, émet des gaz à effet de serre et en quantité, par la consommation d'énergie nécessaire à la fabrication des terminaux, par la consommation d'électricité, etc. La quantité d'eau, parce qu'en fait, ça utilise des matières premières qu'il est compliqué d'extraire du sol et qui nécessitent des procédés industriels d'extraction avec beaucoup d'eau, des milliers de litres d'eau pour un smartphone. C'est de ça qu'on parle. Et attention, le numérique, il apporte plein de progrès, je vais répondre à ta question. Mais le numérique, aujourd'hui, il travestit les liens sociaux. On est constamment sur les écrans et il y a des études qui commencent à sortir sur la conséquence que ça a sur la santé, sur le sommeil, sur la capacité d'apprentissage, sur le développement neurologique. Quand je dis c'est une drogue, ça repose sur les mêmes mécanismes neurologiques que les drogues. À côté de ça, ça amène un progrès de communication, de savoir, de droit à la parole, d'expression, qui est énorme. C'est quelque chose d'hallucinant. Enfin, moi, je te parlais du siècle dernier, mais tu vois, la révolution qu'on a vécue... Toi, tu as pu aussi constater cet écart-là et voir l'impact positif, hors négatif. Ah ben non, mais l'accès à la connaissance instantanée, l'accès à pouvoir parler à quelqu'un à l'autre bout du monde, c'est juste dingue. Et c'est évidemment un énorme progrès pour l'humanité. Il n'est pas question de discuter ça. Mais ce progrès vient avec un wagon de contreparties négatives qui sont juste effrayantes. Et j'ai même pas encore parlé de l'intelligence artificielle, de la robotique. Donc, pour répondre à ta question, on est face à un enjeu, mais un challenge incroyable, c'est-à-dire de dire on ne peut pas se passer du numérique. C'est illusoire de se dire voilà, on ne peut plus. On peut plus. Là, il n'y a pas de retour arrière possible. C'est une ressource à laquelle on ne renoncera jamais. Ouais. Mais en plus parce qu'elle nous sert. Et là, il y a une question éthique qui se pose pour la régulation du numérique et un numérique utile. Okay. Un numérique même responsable, mais même un numérique strictement utile. C'est-à-dire comment le numérique peut servir exactement nos besoins, mais pas des besoins qu'on n'a pas. Le numérique aujourd'hui, tel qu'il est développé par les acteurs du numérique, ce n'est que ça. C'est une disponibilité, c'est un appauvrissement de la pensée pour une disponibilité mentale pour toutes les pubs que tu vas avoir dessus. Point barre. Il y aurait une décroissance à opérer et en même temps il y a cette croissance du numérique qui pour moi sont deux courbes qui vont totalement à l'opposé l'une de l'autre. Pour toi ça reste compatible à un moment donné. Il peut y avoir un point où les deux courbes se rejoignent et avancent dans le même En fait, ça dépend de ce qu'on met derrière le mot décroissance et le mot croissance. Okay. Tu vois, on a des mots, on utilise des mots qui sont chargés de sens. Ouais. Quand on parle de décroissance, quasiment tout le monde entend décroissance économique. Ouais. Tout le monde entend décroissance du pouvoir d'achat. C'est pas la décroissance du système économique actuel, c'est un changement du système. Okay. Qui utilisent les ressources autrement et qui vont faire croître la durabilité de la planète, la préservation des ressources, la biodiversité, le bien-être, l'épanouissement, les rapports sociaux, la santé. Et donc si ça fait croître tout ça, moi j'appelle pas ça décroissance. Aucun d'entre nous, ni toi ni moi, ni personne n'a la baguette magique pour dire ce système nouveau, du jour au lendemain, ça va être ça et il y a un on-off et on fait un shutdown comme ça et on rallume et tout le monde est comme ça. Donc c'est au sein de ta sphère sociale, économique, écologique que tu peux agir. Et si tu as, je reprends le mycélium, si tu as une capacité de propager ça, on injecte quelque chose d'autre dans le système pour qu'il réagisse différemment. C'est redéfinir un monde désirable dans lequel le numérique aura évidemment sa juste place, mais ça passe par évidemment aussi une régulation. Donc si à un moment, si tu veux, on est juste des millions, voire des milliards à dire il faudrait, peut-être une chance que ça arrive. J'allais te demander, on aime bien donner des pistes pour pouvoir agir. Pour toi, quels seraient les leviers qu'on pourrait actionner en tant qu'individu pour avoir un impact le plus positif possible? C'est quoi tes conseils? Des leviers, il y en a plein. Tu peux déjà prendre moins ta voiture. Les gens qui disent non, on ne peut pas se passer de la voiture, c'est un confort, c'est trop de confort. Sauf que comme tout le monde se dit ça, on se retrouve quand même tous
à l'entrée d'Antibes ou à la sortie de Nice, tu vois. Dans les embouteillages, comme des cons à râler et à pester dans nos voitures. Donc en fait, dire, c'est ça le confort. Quand j'ai commencé à bosser, on pouvait fumer dans les bureaux, on pouvait fumer dans les restos, on pouvait fumer dans les avions. Et c'était du confort. Et c'était du confort, et quand on l'a interdit, tout le monde a crié à quelque chose de liberticide. On peut manger moins de viande, voyager plus près, consommer moins. Je pense que chercher la cohérence et chercher un certain alignement est quand même absolument nécessaire, et effectivement pour s'extraire du système. Mais je pense que le plus grand conseil, parce que je voulais en arriver là, c'est de se couper du chaos du monde et de se couper des réseaux sociaux et de se couper de cette information continue et s'éduquer. Aller écouter des podcasts, lire des articles. La fresque du climat, t'as vu la claque que t'as prise ? Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est pas que on ne vous le dit pas, c'est qu'on vous le dit pas très fort et que surtout vous écoutez autre chose. Il y a des gens qui me disent mais c'est trop tard. En fait, c'est déjà trop tard. Il y a déjà 70% des espèces vertébrées qui ont disparu sur les 40 dernières années. Il y a déjà plus 1,2 degré d'élévation de la température autour du globe depuis l'ère industrielle à là aujourd'hui. Il y a déjà des cyclones, il y a déjà des canicules, il y a déjà des morts de ça. Il y a déjà des migrations, il y a déjà tout ça. Donc en fait, cette notion de temps, c'est une justification à l'inaction. Si on est suffisamment nombreux, à un moment, la bascule, elle se fait. C'est comme une balançoire qui bascule, mais elle peut se faire vite. Je me souviens qu'on m'avait contacté, vous étiez hyper content que je dise oui, mais moi j'étais hyper content que vous me demandiez. Mettre en visibilité, en lumière, c'est absolument essentiel. On a besoin, donc bravo, merci. Vous avez utilisé ce qui est dans votre formation, dans vos compétences, dans ce que vous savez faire, dans ce que vous aimez faire, au service d'eux. Et j'espère que vous aurez le plus grand succès. Et en tout cas, en tout cas, ça dit une chose, c'est que voilà, vous agissez, je peux que venir en courant parce que je trouve ça génial et c'est exactement, justement, on parlait de réatterrir et de reconquérir un territoire, c'est exactement les liens que je veux tisser sur le territoire. Donc j'espère même que je reviendrai. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup.